Mais le fait de se dire, on va préparer des aliments, donc avoir des boîtes de conserve, avoir des pizzas qui sont préparées, etc., ça ne nous semble pas un gros mot. Et ça nous semble très important comme message à véhiculer pour sortir un petit peu de cette image idéale et très, très, très partielle d'une agroécologie, d'une agriculture biologique qui serait que celle des militants qui sont aujourd'hui très, 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 très investis. Un autre point, c'est celui des produits préparés. Parce que on a un petit peu cette image d'Épinal de dire on va préparer des produits frais, bio, et tout ça c'est bien gentil, mais il faut avoir le temps d'éplucher son chou, il faut avoir le temps d'éplucher son céleri et de préparer son ragoût. Et la vie moderne étant ce qu'elle est, c'est pas toujours facile pour tout le monde. L'agriculture intensive offre en fait tout un tas de produits consommables très rapidement. Qu'en est-il dans votre modèle d'Europe agroécologique? Alors, c'est une question qui est très importante. En fait, vous l'avez compris, et je pense que les auditeurs le comprendront. Notre enjeu, c'est ce qu'on appelle la montée en échelle, c'est-à-dire de généraliser, de sortir d'une logique de niche de l'agriculture biologique et de l'agroécologie. Donc, si on veut monter en échelle, bah, ça veut dire qu'il faut s'adresser à un système alimentaire dans son intégralité, donc qui parle à toute la société. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a un peu cette image que vous avez évoquée à grands traits de celui qui est très impliqué dans son AMAP, qui va aller chercher ses légumes, qui est très, très impliqué, très responsable à titre personnel, hein, ce qui est tout à fait respectable, mais c'est pas jouable à l'échelle d'une société dans son intégralité. C'est pas la réalité des choses. Donc c'est vrai que dans le bouquin et dans notre analyse, on défend cette idée qui est une forme de transformation de l'agriculture parce que ça correspond à notre société moderne. Alors, et donc, par contre, la grosse différence, c'est que les produits qui sont transformés par ce process, euh, ils sont, ils sont sains, quoi. Ils sont issus de notre agroécologie. Après, il faut distinguer deux choses qui sont différentes et qui sont souvent amalgamées parce qu'aujourd'hui, l'industrie alimentaire, elle fait deux choses. Elle transforme les produits dans le sens où elle les cuisine, elle les prépare, etc. Donc, il y a le côté préparation et elle les transforme au sens chimique. C'est-à-dire qu'elle va rajouter des additifs, des ingrédients, des huiles végétales, etc., qui foisonnent, etc. Par contre, donc, la transformation des aliments qui est très mauvaise pour notre santé, ça, on n'en a pas besoin. Il y a aucun enjeu. Il faut même s'en départir, c'est clair. Mais le fait de se dire, on va préparer des aliments, donc avoir des boîtes de conserve, avoir des pizzas qui sont préparées, etc., ça ne nous semble pas un gros mot. Et ça nous semble très important comme message à véhiculer pour sortir un petit peu de cette image idéale et très, très, très partielle d'une agroécologie, d'une agriculture biologique qui serait que celle des militants qui sont aujourd'hui très, 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 très investis. Donc, et puis, ça crée ce qu'on appelle des chaînes de valeur. Il n'y a pas de, ah, il n'y a pas de honte à avoir des cuisiniers, à avoir des industries alimentaires, comme il y en a plein déjà aujourd'hui, hein, mais sous une forme beaucoup plus artisanale et beaucoup moins concentrée. Donc, Justement, parlons-en un petit peu de la forme que prennent ces industries de transformation, parce que là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Vous parlez des camions de veaux ou d'animaux qui passent à la chaîne pour ensuite rentrer dans des processus de transformation qui sont très, très concentrés dans des usines immenses. Là, ce que vous proposez en termes d'industrie de transformation, c'est quelque chose d'un niveau plus intermédiaire. exactement. C'est en fait, là, il y a quelque chose qui est inventé ou qui est à promouvoir. La formule qu'on utilise dans le bouquin, c'est Medium is beautiful. Donc, c'est pour sortir de l'idée, en effet, d'une collection uniquement de micro-entreprises de transformation, parce qu'il y a des gains d'efficacité qui peuvent être atteints à des échelles moyennes. Par contre, en effet, il faut absolument se départir de ces usines immenses, de ces abattoirs très concentrés, de ces usines de transformation qui alimentent toute l'Europe en Nutella ou en tels produits transformés. Donc, on a une carte de la géographie
des industries alimentaires qui est beaucoup plus répartie sur le territoire, qui colle aussi à celle des productions, donc ce qui peut limiter les transports de manière accessoire. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tissu de petites et moyennes entreprises, qui nous semble plus cohérent avec notre modèle, il existe encore, il existe déjà. Donc, la question, c'est plutôt en effet de se débarrasser des unités qui sont gigantesques et de redévelopper, de laisser plus de place aux industries qui sont moyennes, plutôt que d'inventer quelque chose qui n'existerait pas du tout. C'est pas tout à fait la réalité. Donc ça, de notre point de vue, ça renforce la crédibilité de notre scénario. Mais on pense tous à des unités de transformation fromagère qui restent. Ça existe encore des unités moyennes, des charcuteries moyennes, des meuniers, des meuneries qui sont moyennes. Ça existe encore. Et donc, il faut plutôt les renforcer que d'avoir des mouvements de concentration. Et donc, ces industries, est-ce qu'elles sont porteuses en termes d'emploi aussi? Parce que justement, en déconcentrant la production, a priori, on recrée un maillage territorial dans lequel, justement, ces unités de transformation, elles peuvent aussi créer de l'emploi. Alors absolument, là, au lieu de chercher l'économie d'échelle par un maximum d'automatisation, parce que c'est souvent ce qui est en place, là, c'est vrai qu'on remplace des automates par de la main-d'œuvre. Alors, ce qui pose la question, alors il y a une question qui se pose, puisque quand même, faut être honnête, on traite globalement moins de volume, globalement. Donc la question qui va se poser, c'est si on veut avoir un volant d'emploi, ça va être plus de valeur ajoutée par tonne produite. Comme l'exemple qu'on donne et qui est très, très illustratif pour ça, c'est celui du vin, où les volumes de vin qui étaient produits dans les années 50-60 étaient tout à fait colossaux. On parlait du pinard, hein, des pinardiers. Aujourd'hui, on produit beaucoup moins de vin, mais la qualité de ce vin est tout à fait supérieure en moyenne et donc permet de générer beaucoup plus d'emplois. Donc, il peut y avoir une déconnexion entre volume produit et quantité produit, volume quantité et valeur ajoutée et prix. Donc, ça veut dire que globalement, l'alimentation va probablement coûter plus cher, un peu plus cher dans notre scénario. Je crois que c'est une conséquence assez logique de ce scénario. Donc, avec une chaîne de valeur qui s'organise autour de davantage de produits de qualité un peu plus chers. Alors, c'est une question qui est sérieuse, hein, parce que ça pose la question du coût de l'alimentation, de qui va pouvoir en bénéficier. Alors, par rapport à cette question qui est très importante, nos éléments d'analyse, ils sont variés. C'est que aujourd'hui, paradoxalement, vous avez une justification de l'alimentation pas chère du tout, donc de la malbouffe en clair, pour les pauvres, je veux le dire très, très rapidement. Et en fait, ça veut dire que de fait, on dit les pauvres ils doivent manger de la malbouffe. La malbouffe, c'est pour les pauvres. Ce qui est quand même politiquement un peu discutable aussi. Et donc, nous, on voit d'autres leviers pour traiter cette question, qui est celle d'une redistribution. Donc, on parle par exemple de la sécurité sociale alimentaire. Et là, il y a des marges de manœuvre qui nous semblent tout à fait importantes, parce que quand on parle de malbouffe, il y a tous les impacts sanitaires et sociaux qui sont associés à la malbouffe. On les a vus avec le Covid, hein, beaucoup de cas de comorbidité, quand on réfléchit, ils sont associés à une forme de mauvaise alimentation, le diabète, des maladies inflammatoires, etc., qui sont liées à une mauvaise alimentation. Donc là, on pourrait gagner sur la santé, la sécurité sociale, c'est quand même des milliards d'euros, et avoir des marges de manœuvre pour traiter la question à la fois de l'insécurité alimentaire pour les personnes les plus démunies, et puis globalement, il faut sortir de cette logique où ce serait uniquement l'alimentation pas chère qui serait la variable d'ajustement de la pauvreté en France et en Europe, alors que vous avez les loyers, vous avez des tas d'autres facteurs sur lesquels jouer pour sortir les gens de la précarité. Donc, c'est un petit peu l'analyse qu'on propose. Donc, c'est vrai que derrière ça, il y a quand même une transformation sociale et politique qui est plus large que seulement le prix de la baguette, même si ça compte, évidemment. J'entends aussi dans ce que vous dites augmentation des salaires par la sécurité.
Que ce soit par le biais d'une sécurité sociale alimentaire ou par le biais d'une augmentation plus De la chaîne générale. de valeur, absolument. Tout à fait. Mais là, je crois on arrive un peu aux limites sociales aussi de cette bouffe pas chère. On les voit hein, sur les gens qui travaillent dans les usines, dans les abattoirs, etc. C'est des conditions qui sont absolument pas défendables aujourd'hui.